j'ai effectuées dans les deux laboratoires. Alors, ici, la bioinformatique, tout le monde sait que maintenant la bioinformatique est par définition l'information au service de la biologie moléculaire. Alors, cela va de la modélisation, de l'analyse du génome, de la modélisation moléculaire, de l'analyse d'images, de l'assemblage de gènes et à la construction d'arcs phylogéniques. Alors, c'est l'étude in silico par rapport aux études in vitro et in vivo. Alors, ici, dans cet exposé ou dans cette présentation, je vais me focaliser sur la protéomique et la bioinformatique structurelle. En effet, les protéines jouent un rôle central dans de nombreux processus biologiques grâce à leur structure tridimensionnelle, en accomplissant plusieurs fonctions aussi variées que dans la communication intercellulaire en tant qu'enzyme ou dans la défense immunitaire tels les anticorps, dans le transport de certains éléments, dans le contrôle de la mobilité, dans la construction et la maintenance des cellules, etc. Alors ici, la particularité de ces protéines, c'est que la séquence protéique d'acides aminés peut être spécifique à la protéine et peut être utilisée pour son identification. Alors, c'est la recherche qui se fait sur toutes les protéines, il s'appelle la recherche protéomique. Alors, le protéome, par définition, c'est un ensemble de protéines d'une cellule ou d'un organelle à un instant donné et donc dans des conditions bien précises. La protéomique est donc l'étude compréhensive à grande échelle de cet ensemble de protéines. Et là, on sous-entend toutes les interactions qui se font au sein de ces protéines, leurs complexes, leurs voies, etc. Alors, la connaissance du génome et la connaissance de transcriptome n'implique pas la connaissance du protéome. En effet, le protéome est complémentaire à l'analyse du transcriptome et non pas superposable. C'est parce que un génome peut conduire à plusieurs protéomes en fonction du cycle cellulaire, de l'état physiopathologique par exemple d'une cellule ou d'une réponse à certains signaux biologiques. Alors, c'est pour ça, la protéomique est considérée comme un système dynamique et plus complexe que la génomique. Alors ici, vu la complexité et la quantité massive de ces données, il est très important de prendre en considération les deux composantes expérimentales et bioinformatiques pour pouvoir faire une analyse protéomique. Alors, comme ici, un petit historique sur la protéomique. Alors, les scientifiques se sont intéressés aux protéines bien avant la naissance de la protéomique, dès les années 1833. Alors, le terme protéome est très récent. Il a été utilisé pour la première fois par James dans son article, dans sa publication internationale, la protéine, l'identification des protéines dans l'ère post-génomique, l'ascension rapide de la protéomique. À partir de là, maintenant, depuis une dizaine d'années, la protéomique est considérée comme une science à part entière avec ses propres méthodes et techniques. Alors, en 2002, les deux chercheurs Fenn et Tanaka ont reçu le prix Nobel de chimie pour le développement des méthodes de désorption-ionisation douce pour l'analyse par spectrométrie de masse des macromolécules biologiques. Ce prix Nobel a été partagé avec le Suisse Autriche pour le développement des spectroscopies par résonance magnétique nucléaire pour l'identification de la structure tridimensionnelle de protéines. Alors ici, on voit dans le cas sur les ambitieux programmes de séquençage de protéines, l'étude systématique de génome plutôt. Alors l'étude systématique de protéines a été envisagée grâce au développement de la spectrométrie de masse couplée aux outils de bioinformatique qui a permis une meilleure avancée de la protéomique. Alors, la protéomique se décline sous plusieurs stratégies. Alors, nous avons la protéomique descriptive dont le but est de définir une image de l'ensemble de protéines exprimées dans une cellule, un tissu ou un organisme donné. Nous avons la protéomique différentielle qui étudie l'expression des protéines de tissu ou d'un organisme entre deux conditions différentes et donc de déterminer les variations d'expression protéique de manière qualitative et quantitative. Ici, par exemple, dans le cas des cellules normales et cellules anormales.
nous avons la protéomique fonctionnelle, dont le but est de pouvoir élucider les interactions entre protéines pour établir des réseaux d'interaction de façon à mieux appréhender leur fonction et leur régulation. Et là, on peut citer les exemples de biopuces de protéines ou les microarrays, les protéines microarrays. Et nous avons la protéomique structurelle, dont le but est de déterminer les relations entre structure et fonction des protéines, en particulier par la résolution de sa structure tridimensionnelle. Et là, cette structure peut être déterminée expérimentalement par résonance magnétique nucléaire ou par cristallographie. Alors, une des principales applications de cette protéomique structurelle est la prédiction d'une fonction de protéine sur la base de l'analyse de sa structure tridimensionnelle. Voilà. Alors, les méthodes expérimentales d'analyse protéomique couplées à la bioinformatique sont d'une part l'électrophorèse bidimensionnelle, la spectrométrie de masse et les microarrays de protéines. Alors ici, si on prend les stratégies d'analyse protéomique reposent sur trois étapes critiques. Alors nous avons l'extraction des protéines à partir de l'échantillon biologique, leur séparation par électrophorèse bidimensionnelle ou par chromatographie liquide et leur analyse par spectrométrie de masse. Alors la caractérisation débute en fait par une séparation de l'ensemble des protéines. Chaque protéine ainsi purifiée subit une digestion enzymatique, généralement par une trypsine, qui va dégrader ces acides aminés dans des endroits bien précis. Et le spectre va être analysé. Alors le spectre qui va être obtenu, c'est un profil de protéine et est considéré comme une empreinte de la protéine. Alors l'identification automatique des protéines fait appel à la bioinformatique et au criblage de banques de données. En effet, quand on utilise la spectrométrie de masse, alors tout d'abord, les peptides qui ont été issus de la digestion enzymatique par trypsine sont ionisés et sont analysés par le spectromètre de masse. Alors, chaque ion est représenté par sa valeur, masse sur charge et son abondance. Alors, la liste de ces ions correspond à la carte peptidique massique de la protéine. L'identification du peptide se fait, alors ici, cette carte peptidique va être comparée avec une liste de cartes peptidiques massiques qui a été générée in silico, par digestion in silico de toutes les protéines d'un organisme théorique. Alors, une protéine est identifiée si la liste massive expérimentale correspond à une des listes théoriques de l'organisme théorique qui ont été sélectionnées ou calculées théoriquement. Alors, cette méthode s'appelle la méthode l'approche top-down. Si jamais cette méthode n'est pas suffisante pour l'analyse de protéines, nous pouvons utiliser la méthode qu'on appelle par spectrométrie MS-MS, par l'approche bottom-up. Et dans ce cas-ci, le peptide est sélectionné, fractionné. Le peptide va être sélectionné et fractionné. Et la masse de chaque ion est analysée. Ceci conduit à l'obtention d'une partie de séquence qui va être utilisée pour l'identification complète de la protéine. Alors la différence de toutes les masses permet de remonter à l'enchaînement des acides aminés de la séquence dont on veut étudier. Alors ici, l'analyse par spectrométrie de masse d'un protéome permet donc d'obtenir un ensemble de listes spécifiques par an et fragments, correspondant à autant de peptides effectivement séquencés. Alors, la technique présente bien sûr quelques limitations, et c'est surtout dans le cas où on veut étudier, où on rencontre des protéines qui sont très petites ou très grandes, telles les protéines membranaires, ou très basiques ou très acides. Ça rend le processus un peu compliqué. Alors ici, comme nous pouvons utiliser les ELISA comme autre méthode. Nous avons les ELISA microarrays ou les protéines microarrays, et ça c'est quand on s'intéresse aux interactions protéines-protéines, ou par exemple ici, protéines-anticorps. Alors ces deux méthodes sont largement utilisées en industrie agroalimentaire, notamment d'intérêt nutrogénomique. Alors, quelques outils bioinformatiques pour l'étude des protéines ou pour le protéome. Alors nous avons plusieurs bases de données et banques de données qui ont été conçues
pour l'analyse de séquences de protéines. Nous avons aussi pas mal de programmes qui ont été développés pour l'étude de protéomes. Et là, ici, je vous ai donné une liste dans la base de données Expasie. Si vous cherchez dans la catégorie protéomics, là, vous avez un ensemble de bases de données et des outils qui nous permettent de faire une recherche ou une analyse de protéomes d'une cellule donnée. Alors, comme application, l'application principale, c'est l'identification de nouvelles protéines, parce que l'étude protéomique permet effectivement de trouver, on peut tomber, en analysant un protéome, de tomber sur de nouvelles protéines. On peut comprendre les processus cellulaires normaux ou responsables de maladies. Cela se fait par comparaison entre les cellules normales et les cellules cancéreuses. Alors ici, on peut même utiliser des logiciels d'analyse d'image avec des statistiques et tout. Alors, une des applications pourrait, par exemple, quand on compare deux cellules, une normale et une cancéreuse, alors la comparaison entre les deux permet de mettre en évidence la cellule cancéreuse, les protéines cancéreuses, et l'analyse de cette protéine cancéreuse, alors donne des perspectives dans le traitement du cancer ou dans le traitement de la maladie. Alors, de nouveaux concepts ont également été proposés pour prendre en compte le contexte dans lequel la protéomique a été étudiée. Alors nous pouvons citer le cas, par exemple, de parasitoprotéomique, où vient s'intégrer l'analyse de protéomes d'un parasite avec l'analyse de protéomes de son hôte. Nous avons aussi la toxicoprotéomique, dont le but est d'identifier à l'aide d'analyses protéomiques de protéines et de fonctions cellulaires impliquées ou affectées par l'exposition à un xénobiotique. Et là, on peut s'intéresser à son mode de fonctionnement, ses effets, etc. Et ça, son toxicité, etc. Et nous avons aussi la pharmacoprotéomique, dont le but est d'identifier des protéines ou des fonctions cellulaires impliquées dans la réponse à une molécule thérapeutique ou dans une pathologie pour découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques. Voilà. Alors, la protéomique est donc intimement liée à 4 domaines: la génomique, la biochimie des protéines, notamment la biochimie structurale, la spectrométrie de masse et la bioinformatique. Et donc, une seule technique n'est pas suffisante pour résoudre toutes les problématiques de la protéomique, mais l'ensemble des progrès dans les 4 domaines permet d'envisager de nouvelles approches pour résoudre ces problématiques. Voilà. Alors, d'autre part, à l'heure actuelle, tous les programmes de séquençage du génome génèrent un très grand nombre de protéines, mais dont la fonction et la structure sont inconnues. Ici, à titre d'exemple, si on peut comparer le nombre de structures qui ont été déposées dans la Protein Data Bank, dans la banque de données de structures, c'est vraiment très bas par rapport au nombre de séquences qui sont stockées, qui sont isolées, qui sont stockées dans la banque de données UniProt. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on à la structure tridimensionnelle de la protéine? Alors, tout simplement, parce que si on connaît la structure tridimensionnelle de la protéine, on peut étudier en détail ses fonctions biologiques, ses propriétés, par exemple la position de site actif. On peut s'intéresser aussi à la conception des petits ligands qui vont interagir spécifiquement dans le site actif. Et là, des petits ligands comme des petites molécules organiques. Le rôle de certains médicaments, par exemple, qui vont se fixer spécifiquement sur le site actif pour inhiber la protéine, par exemple. Ou bien, on peut provoquer des mutations de ces caractéristiques physico-chimiques. Et là, on peut, par exemple, proposer modifier des propriétés telles la résistance, par exemple, à la chaleur, ou bien la stabilité thermique de la protéine. Alors, si on connaît la structure de la protéine, on peut provoquer des mutations par mutagénèse dirigée, expérimentalement, et voir, par exemple, si la protéine devient plus stable. Alors, ce cas est beaucoup plus utilisé dans des industries où, par exemple, on a besoin d'utiliser des protéines dans des conditions non physiologiques. Alors, la protéine doit être stable thermiquement et thermodynamiquement, donc le repliement de cette protéine doit d'être bien stable. Alors, plusieurs approches sont envisageables pour déterminer la structure tridimensionnelle d'une protéine. Alors, d'une part, nous avons les techniques expérimentales, mais dans le cas de figure où la structure n'a pas pu être déterminée expérimentalement, nous avons à notre disposition des programmes bioinformatiques ou des méthodes bioinformatiques qui nous permettent de prédire un modèle
pour la protéine. Alors ici, l'objectif de la prédiction de la structure tertiaire. Alors ici, en bioinformatique, nous avons déjà des outils qui nous permettent de prédire les structures secondaires bien avant d'arriver à la structure tertiaire ici pour bien avancer. J'ai zappé cette étape. Alors, je suis passée directement aux structures tertiaires. Et là, le but, c'est de trouver la structure qu'adopte une protéine donnée. Alors, le problème, c'est que pour une séquence donnée, il y a plusieurs conformations possibles. Alors, le défi est donc de trouver, de faire une recherche dans l'espace conformationnel et de trouver la meilleure structure qui pourrait être la plus proche à la structure native et donc ayant la plus basse énergie, qui est la plus favorable pour la protéine. Et donc, pour cela, il faut choisir la meilleure fonction de score qui pourrait discriminer les diverses conformations possibles. Alors, ici, comme approche, nous avons plusieurs approches de prédiction de structure tridimensionnelle. Alors, le principe dépend, alors le principe de base, c'est que ces approches dépendent de la ressemblance entre la séquence cible, et donc la séquence dont on veut prédire sa structure tridimensionnelle, qui n'a pas encore une structure connue, avec des structures qui sont déjà dans la banque de données, appelées patrons. Ça veut dire que ces structures-là vont être un modèle pour créer la structure, le modèle de structure de notre protéine. Alors, comme première approche, nous avons la modélisation comparative. Alors, cette méthode exploite le fait que des protéines qui partagent une bonne similarité de séquence, et donc 30 à 40% d'identité de séquence, vont adopter des structures qui sont semblables. Alors ici, par exemple, vous avez une petite application, si je prends la séquence cible dont je veux prédire sa structure tridimensionnelle, je peux commencer par une comparaison de cette séquence cible avec toutes les séquences qui se trouvent dans la banque de données PDB, et là je peux faire cette opération avec le programme BLAST. Alors, ce qu'on va obtenir, c'est une série d'alignements de séquences entre cibles et les différents patrons. Alors, on va regarder si parmi ces résultats d'alignement, nous avons un patron qui va présenter un bon pourcentage d'identité. Dans ce cas-ci, nous avons le patron 1 qui présente 50% de similarité. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le modèle de patron pour créer une structure de notre cible. Alors la structure de notre cible va être similaire au premier patron, va être équivalente au premier patron vu le pourcentage d'identité entre ces deux protéines. Alors, s'il n'y a pas moyen d'utiliser cette modélisation comparative, et donc si on n'a pas de patron qui pourrait présenter un bon pourcentage d'identité avec notre cible, on peut choisir la modélisation par reconnaissance de repliement. Et dans ce cas, l'objectif est d'enfiler la séquence cible sur une librairie de structures connues et évaluer la compatibilité séquence cible-structure testée par une fonction de score d'énergie. Et là, il faut choisir après le meilleur résultat, c'est-à-dire la meilleure association ayant l'énergie la plus favorable qu'on va garder pour la protéine. Alors, si jamais nous n'avons pas de patron pour modéliser notre structure, là, on va passer à la modélisation ab initio. Alors, c'est une technique qui est plus compliquée et qui va consister à faire une recherche dans tout l'espace conformationnel de toutes les possibilités de conformation possibles. À chaque fois qu'on change une conformation, nous allons calculer la fonction d'énergie. Alors la fonction d'énergie ici, dans ce cas de figure, ce sont des fonctions d'énergie semi-empiriques ou empiriques qui prennent en considération toutes les interactions interatomiques entre les acides aminés. Et à la fin, on va essayer de trouver quelle est la structure qui représente le minimum d'énergie libre, et ça sera la structure qui pourrait ressembler ou pourrait se rapprocher beaucoup plus à la structure native de la protéine. Alors, comme quelques applications liées à la structure des protéines, nous avons le cas d'interaction protéine-protéine. Alors, nous savons que un grand nombre de protéines fonctionnent sous forme de multimères. Alors, non seulement il y a un intérêt d'étudier la structure du monomère, mais aussi il y a un grand intérêt d'utiliser le complexe multimérique qui
qui est généré. Alors on peut aborder ça avec des algorithmes d'amarrage, protéine, alors on appelle ça amarrage ou docking en anglais, docking, protéine. Alors ici, si on considère le système protéine 1 et protéine 2 comme rigide, ça veut dire qu'on ne va pas prendre en considération la flexibilité des chaînes radicales. L'espace conformationnel à explorer se fera à travers de mouvements de translation-rotation afin de pouvoir trouver le bon puzzle, on dit, ou le bon complexe, la bonne interaction entre ces deux protéines. Alors, comme une deuxième application, nous avons les interactions protéines-ligand. Alors, ça se base sur le même principe que dans le cas des protéines-protéines. Alors, l'espace conformationnel, là où on fait tous les mouvements de translation, rotation-translation, se font intelligemment grâce à des programmes qu'on appelle algorithmes génétiques ou Monte Carlo pour bien pouvoir parcourir tout cet espace conformationnel pour trouver la meilleure interaction possible avec une meilleure affinité. Alors ici, comme application, nous avons la conception rationnelle des médicaments. Alors le mode d'action, on doit cibler la protéine qu'on veut inhiber. Et là, une fois qu'on analyse sa structure et sa stabilité, on va concevoir une molécule qui va se lier spécifiquement sur cette protéine pour l'inhiber. Alors ici, je vais vous donner quelques cas d'études qui ont été réalisées en collaboration avec le service 3 Bio de l'Université libre de Bruxelles. Alors, moi, de base, je suis microbiologiste, biochimiste de formation, et c'est à partir de cette collaboration, qui était dans le cadre de ma thèse de doctorat, que je me suis convertie vers la bioinformatique, et c'est là où j'ai commencé à faire ma recherche en bioinformatique. Alors, notre étude, c'est basé sur la prédiction et la caractérisation des épitopes conformationnels et la modélisation moléculaire, le criblage virtuel et l'étude de la dynamique moléculaire de structure de certains allergènes d'acariens, de poussière de maison, de famille 5 et 21, dans des perspectives pour la compréhension du mode de fonctionnement ou d'activation de système immunitaire. Alors ici, juste une petite généralité. Alors les allergies, par définition, sont des réactions d'hypersensibilité initiées par les mécanismes immunologiques. Elles se manifestent généralement par l'asthme, la dermatite ou la rhinite et touchent environ 20% de la population mondiale. Elles sont provoquées par des molécules alimentaires, moisissures, ou par des poils d'animaux, le pollen ou les acariens. Alors une étude épidémiologique a montré que l'allergie aux acariens était la plus prédominante. Alors cette allergie aux acariens a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche, dont la nôtre qui s'est focalisée sur certains éléments de cette allergie aux acariens de poussière de maison. Alors les acariens sont un taxon d'arachnides. On y distingue deux types. Nous avons les acariens de poussière de maison, représentés principalement par les deux espèces Dermatophoboides spiranosinus et farinés. Et nous avons les acariens de stockage représentés par l'acarien Gomia tropicalis. Alors, lors de leur digestion, ces acariens libèrent des protéines allergisantes. Alors ici, c'est un point très important pour la codification des allergènes. Alors un allergène est représenté par les 3 premières lettres du genre de l'organisme où il a été issu, à partir duquel il a été issu. La première lettre de l'espèce et un numéro qui va indiquer l'ordre chronologique de son identification. Et donc DRP5, c'est l'allergène de famille 5 de l'acarien Dermatophoboides spiranosinus. Alors, ces allergènes d'acariens présentent une fonction biologique, alors qui joue un rôle très important dans la réaction immunitaire, alors telles les cystéines protéases et les protéines fixatrices de lipide de famille 1 et famille 2. Alors, les allergènes de famille 5 et 21 présentent aussi un rôle allergénique très important, mais leur fonction est inconnue jusqu'à présent. Alors, le mode d'activation du système immunitaire par les acariens est donc d'une part par la reconnaissance des jeux spécifiques via leurs épitopes B conformationnels, et nous avons aussi via leur fonction biologique où ces allergènes peuvent fixer des adjuvants, comme des molécules hydrophobes, qui, conjointement à l'antigène, peuvent provoquer ou peuvent initier la réponse immunitaire innée à côté de la réponse immunitaire humorale et ainsi exacerber la réaction allergique. Alors, plusieurs allergènes d'acariens de famille 5 et 21 ont été isolés à partir de plusieurs acariens. Leur rôle est déterminant dans les allergies respiratoires et dans l'eczéma, mais seuls les épitopes B de BOT5 et BOT21 sont connus, mais leur fonction biologique
demeurent inconnus jusqu'à présent. Alors les objectifs de nos travaux, c'était premièrement de la prédiction de la caractérisation des épitopes B de DRP5. Nous avons aussi modélisé, l'objectif était aussi, le deuxième objectif, c'était la modélisation moléculaire et étudier in silico de l'état oligomérique de certains allergènes bêta-cariniens de famille 5 et 21. Alors cette deuxième étude a fait l'objet d'une publication internationale, un impact facteur de 4,5, c'est modeste par rapport aux 18. Alors, mais je tiens à signaler que c'est une publication. C'est un travail qui a été réalisé 100% bioinformatique. Et là, c'était uniquement utilisation de bases de données, utilisation des informations qui se trouvent dans ces bases, utilisation des outils bioinformatiques, analyse de ces outils. Et là, nous avons modélisé ces structures, étudié la stabilité de ces structures, etc. Et ça a fait un très bon article. C'est cet article. C'est avec cet article que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'ailleurs. Alors, par la suite, nous nous sommes intéressés au criblage virtuel de la dynamique moléculaire de ces allergènes acariens et nous avons proposé le cholestérol comme un modèle, comme un éventuel ligand. Alors, ici, seules les structures de bloc 5, bloc 21 et d'RP5 ont été déterminées expérimentalement. Ce sont elles sont formées de 3 hélices alpha en COI de COI. Alors, 2 épitopes ont été déterminés dans bloc 5 et un seul a été déterminé dans bloc 21. Alors ici, ce qui est montré en STIX, ce sont les résidus qui jouent un rôle majeur dans la reconnaissance aux IgE. Par contre, aucun épitope n'a été déterminé pour DRP5. Alors, quand on regarde, d'après la littérature, il y a une faible cross-réactivité entre ces 3 allergènes. Alors, quand on regarde de plus près la structure entre ces 3 allergènes, on peut voir que la distribution de charge entre les 3 allergènes ainsi que la position des épitopes expérimentales de bloc 5 et de bloc 21 avec leur correspondant de DRP5 ne se trouvent pas dans les mêmes positions. Alors, ce résultat montre que cette distribution de charge pourrait avoir un impact sur la réactivité croisée de ces allergènes. Alors, vu l'importance de cet allergène dans l'allergie, la disponibilité de sa structure tridimensionnelle, nous nous sommes intéressés à la prédiction de ces épitopes en utilisant le programme CEPA. Alors, c'est un programme qui se trouve gratuitement, qu'on peut utiliser gratuitement. Alors, 4 épitopes ont été prédits, alors 2 d'entre eux se situent dans les mêmes positions que les épitopes déterminés expérimentalement de bloc 5. Alors après une étude bien détaillée, bioinformatique détaillée, nous avons pu sélectionner les résidus qui pourraient jouer un rôle important dans la reconnaissance de repliement, des IgE. Nous avons sélectionné ces résidus selon 3 critères, selon leur nature en choisissant des résidus polaires et chargés, selon leur forte accessibilité aux solvants en utilisant le programme DSSP, et dont la mutation en analine n'est pas fortement défavorable thermodynamiquement. Et là, en utilisant le programme TopMusic. Les résultats les résidus qu'on a sélectionnés ont été proposés pour la validation expérimentale de le Centre d'ingénierie de protéines CIP de Liège. Et alors ici, nous avons déjà obtenu des résultats et grâce à ça, nous avons déterminé les épitopes expérimentaux. Alors ici, ma thèse, c'était uniquement un travail bioinformatique. La validation expérimentale a fait l'objet d'une autre thèse en biologie moléculaire. Alors ici, nous avons travaillé ensemble et nous avons pu avoir 2 articles. Alors cette étude a été réalisée en vue de l'obtention de variants hypoallergéniques recombinants qui ont un potentiel d'application clinique et thérapeutique chez les patients allergiques. Alors, dans un deuxième temps, contrairement aux allergènes bloc 5 bloc 21 qui ont été rapportés comme monomères, la structure de bloc 5 est sous forme de dimère. Alors, la création de cette dimérisation crée une cavité hydrophobe au sein de la molécule qui pourrait accommoder des ligand et ainsi contribuer à une fonction biologique de ces allergènes. Alors, on veut d'étudier le comportement moléculaire de certains allergènes de famille 5 et 21. Nous avons tout d'abord modélisé leur structure monomérique par modélisation comparative en utilisant le programme Modeler. Et les modèles ainsi retenus ont été soumis au programme Plus Pro pour générer leur éventuelle structure dimérique. Alors, ce travail contribue à l'étude de mécanismes d'allergénicité de ces allergènes en étudiant leur propension de former des dimères similaires à ceux de DRP5 avec une grande cavité au centre de la molécule. Je ne vais pas tarder.
Alors, ici, le résultat ont montré que seul l'allergène DRF5 pourrait présenter une structure semblable à DRP5. Alors, comme suite, pour essayer de répondre à la fonction biologique de ces allergènes, nous avons fait un criblage de ligands dans la cavité hydrophobe de cet allergène et nous avons étudié par dynamique moléculaire la flexibilité de cette N-terminale. Alors, comme molécule hydrophobe, nous savons que le cholestérol joue un rôle multiple dans l'immunité et l'allergie. Il semble que la perte sévère de ce cholestérol ainsi que son trafic peuvent induire des cascades de signalisation dans celles qui régulent les réactions allergiques. Alors ici, ce qu'on a fait, nous avons fait un criblage de ligands issus de la drogue humaine dans les différentes cavités de RP5 en utilisant le programme Autodoc. Alors l'objectif c'était de vérifier si les estimations d'énergie d'association de cholestérol et de ses dérivés étaient meilleures qu'une population d'une drogue. Alors ici nous avons plus ou moins 1600 molécules qu'on a dockées. Alors ensuite, on s'est intéressé à la dynamique moléculaire de la flexibilité de cette protéine. Alors, la distribution, la position des dérivés du cholestérol dans cette distribution tend à montrer une bonne fixation de ces molécules par rapport à toutes les molécules qui sont trouvées dans la drogue même. Alors, comme résultat de docking, nous avons vu que les cholestérol et ses dérivés tendent à converger vers la cavité 1 et 2. Alors, une fois qu'on a examiné toutes les positions putatives d'interaction entre le cholestérol et ses dérivés, nous avons investigué par dynamique moléculaire l'interaction de notre protéine avec une monocouche de cholestérol. Nous avons fait 2 simulations, une qui a duré 176 nanosecondes et une de 56 nanosecondes. Alors, ici, dans notre simulation, nous avons remarqué qu'après 1,2 nanosecondes, nous avons observé une fermeture de l'hélice N-terminale. Et là, c'est dû probablement à la grande hydrophobicité de la cavité 1 de cette protéine. Après 30 nanosecondes, nous avons remarqué une compaction. Et là, on peut regarder ça avec toutes les interactions qui se trouvent entre les différentes hélices, ici 1 et 2, alors une fermeture. Alors cette fermeture peut avoir un impact sur la position qu'on a trouvée comme probable pour la fixation de ces ligands. Mais si on remarque dans les structures fermées, on a aussi des sites qui pourraient accommoder ces ligands. Alors ici, après environ et pendant 34 nanosecondes, avec une visualisation, nous avons pu voir que pendant la simulation, il y avait 2 molécules de cholestérol qui se sont enfuies de la membrane en cholestérol et qui se sont mis en contact avec la structure monomérique de notre protéine, avec une interaction hydrogène avec le glutamate 74 et des interactions de Van der Waals avec la méthionine 93. Voilà. Alors ces observations suggèrent que la protéine DRP5 pourrait interagir spécifiquement avec le cholestérol d'une monocouche de cholestérol. Alors dans des perspectives, nous avons plusieurs perspectives ici pour améliorer ces résultats, mais déjà le fait qu'on a eu une très bonne fixation, c'est déjà un très bon résultat pour notre étude. Alors je tiens à remercier tous les membres, toute mon équipe à Merdes et toute mon équipe de Bruxelles qui ont contribué à ces études, et je vous remercie pour votre attention. Merci.